Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, votre émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons, Flavé est occupé, donc c'est Yaya qui est aux commandes aujourd'hui pour vous présenter cette émission qui aurait dû être sur la Free Agency, mais ça a été tellement le feu d'artifice que émission spéciale ce mercredi dernier. Et aujourd'hui, donc, on va rattraper tout ça et on va parler de la NFC West. Et pour parler de tout ça, qui de mieux que Seb? Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh ben dis donc, quelle intro, quelle présentation, va falloir que j'assure après ça. Et au passage, on peut ajouter que bien nous concluons notre débrief des divisions de la NFL pour la saison 2023, puisqu'il ne nous restait que cette NFC West à aborder, une division comme chacun le sait, qui abrite le meilleur club du monde de l'histoire de la Terre du football. D'accord, oui, il paraît, comme disaient les Pet Shop Boys, Go West, hein, n'est-ce pas? Mais oui, Go West. Tout à fait, les Pet Shop Boys, groupe mythique, un peu comme Queen, du vrai rock d'homme, qui n'en veut. Et avec nous également, ça y est, officiellement, il n'est plus notre rookie, on peut plus se moquer de lui, mais on continuera quand même, c'est Arthur. Salut Arthur, comment ça va? Est-ce que tu lances ta saison? Là, je vais la lancer. Ce soir, je la lance. Je dis bonjour à mes deux vétérans, même s'il y en a un, il est sophomore comme moi. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez en ce mardi matin ou mardi après-midi, ça dépend de quand vous l'écoutez. Je suis content de vous retrouver une nouvelle fois. Un petit bilan, tranquillement. Calmement. Et oui, on fait le bilan calmement, on se reverra chaque instant. Allez, avant de repartir directement, on rappelle comment nous suivre. C'est assez simple, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez discuter avec nous. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur, le privilège de discuter avec un de nos auditeurs fidèles, Medouane, mais aussi avec Jack, un ami aussi de la famille TFA qui vient avec nous sur les lives. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, ça fera toujours plaisir. Donc, vous pouvez nous suivre sur X, ex-Twitter, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, TikTok, mais également pour discuter, pour suivre les lives de notre boss qui descend dans l'arène le midi. Il saute son repas le mardi et le jeudi exprès pour venir parler avec vous. C'est sur Twitch et sur YouTube. N'hésitez pas à aller animer ces débats enflammés. Vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute pour suivre le podcast comme vous faites là actuellement. Donc n'hésitez pas à nous noter. Donc sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Google Podcast. Allez-y, mettez-nous des bonnes notes, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement et d'avoir plus de personnes qui nous suivent. Et enfin, the last but not the least, pour nous suivre toute l'actualité des sports américains, il y a deux manières. Le premier, c'est simple, c'est le site thefreeagent.fr. Toutes les news, tous les articles, mais plusieurs fois par jour, remis à jour. On a un rédacteur aujourd'hui, Arthur. Mais pour encore mieux, pour avoir la meilleure expérience possible, vous avez l'application TFA qui vous envoie des pop-up à chaque notification. Vous pouvez suivre les matchs en temps et en heure. Donc, c'est le moment. Là, c'est la dernière ligne droite pour la NHL. C'est bientôt les playoffs. Également en NBA. N'hésitez pas à nous suivre. D'ailleurs, il y a des podcasts NBA N1 qui sortent le mardi, également le vendredi. Donc, n'hésitez pas à suivre. Ça donne toujours de la force. Et enfin, le baseball. La saison qui va pas tarder à recommencer. Il va y avoir les Seoul Series. C'est-à-dire qu'il y a les Dodgers qui vont à Séoul faire quelques matchs, faire une paire de matchs d'exhibition ou de début de saison, je crois, même saison régulière. Donc, allez voir ça. Et si vous ne connaissez pas le baseball, ce sport magnifique, n'hésitez pas à suivre avec The Free Agent, TFA pour les intimes. Est-ce que j'ai été complet, messieurs? Je pense que oui. Comme d'habitude. C'est assez complet. Ouais. Ok, allez. Exhaustif même, n'ayons pas peur des mots. Ouais, merci. Alors, donc, on va commencer par la NFC West. La NFC West qui a 4 équipes.
On va faire dans l'ordre du plus mauvais bilan au meilleur bilan. Donc, on va commencer par les Cardinals, ensuite les Seahawks, les Rams et enfin les 49ers, les vainqueurs de la division, mais également de la NFC. Allez, on commence tout de suite par Arizona. Arizona, 4 victoires, 13 défaites. Une saison un petit peu contrastée, j'ai envie de dire, en 2 périodes. Une période, ma foi, plutôt encourageante, avec un début de saison avec un quarterback remplaçant, Joshua Dobbs, des matchs qu'il tenait, une victoire surprenante contre Dallas, et derrière, avec l'arrivée de Kyler Murray, on a revu des choses intéressantes. Je vais commencer par toi, Arthur. Comment tu as lu la saison des Cardinals? Déjà, dans un premier temps, donc sans Kyler Murray, les Cardinals, c'était quand même, entre guillemets, il faut relativiser, assez bon. Dans les premières semaines, ils avaient un bilan de 1-2, mais c'est une équipe qui, on le disait en podcast justement, qui pourrait mériter un meilleur bilan. Mais après, forcément, il y a des moments, c'était vraiment en dessous de leur adversaire, mais vraiment largement. Et on a retrouvé un petit peu les Cardinals de la saison dernière. Après, avec Kyler Murray, c'est vrai qu'il y a eu du mieux, mais ça restait pas suffisant pour sortir de cette dernière place de la division. Et c'est toujours compliqué de côté Arizona. Toi, Seb, comment tu as vu cette saison, puisque c'est un de tes rivaux de division, donc tu regardes. Est-ce que tu vois ça comme une équipe qui est en reconstruction, ou est-ce que tu les vois revenir comme dans les années 90 au fond du seau? C'est très compliqué de les lire parce que effectivement, saison contrastée comme tu l'as dit. Un bilan qu'on peut en tirer néanmoins, et on l'a vu lors de son retour, il est actuellement indiscutable que Kyler Murray, c'est le franchise quarterback de ce club. Joshua Dobbs a tenu l'intérim, mais on l'a vu plus tard, à Minnesota, c'est un petit peu une arme à usage unique. Et puis, il faut aussi noter que leurs 4 victoires, c'est contre 4 équipes qui ont fait les playoffs. Parce qu'il y a Dallas, Atlanta, Pittsburgh et Philadelphie. Donc, leurs 4 prises de guerre, c'est quand même du très, très gros gibier. Atlanta n'a pas été en playoff, quand même. Non, autant pour moi. Il y a 3 équipes de playoffs. Autant pour moi. Il y a 3 équipes de playoffs sur les 4 victoires. Je m'emballe. Mais oui, mais après, ça reste Atlanta non plus. Hein. C'est pour ça que je dis que ce bilan, il est vraiment contrasté. On pourrait en tirer du positif au regard de ces 3 grosses prises de guerre. Et puis, il y a même eu dans le jeu des choses intéressantes. Il y avait un très, très bon jeu au sol. 4e attaque de la ligue, James Conner, alors qu'on nourrissait des doutes sur ses capacités, mais il parcourt quand même 1040 yards avec 5 yards en moyenne par portée, c'est considérable. Kyler Murray et Joshua Dobbs ont eux aussi ajouté leurs yards au sol à l'escarcelle, 244 pour Murray, 258 pour Joshua Dobbs. La conséquence, ça a été beaucoup de jeux en play action. Et quand on joue en play action, on sollicite qui? On sollicite les tight ends. Et les tight ends des Cardinals, ils ont cumulé 1269 yards en réception cette année. C'est le 4e corps de tight end le plus productif de la ligue. Du côté de la défense, ils ont fait une très bonne acquisition avec Kaiser White, qu'ils payent, je ne vais pas dire au SMIC, mais à 5 millions par an pour ton leader en plaquage et de loin, et de plaquage en perte pour le terrain, c'est pas cher payé. En plus, il a pris un gros rôle de leadership dans cette défense. Et à côté de ça, autant pour la défense que pour l'attaque, il y a beaucoup de lacunes. On va revenir sur la défense, malgré l'excellence de Kaiser White, qui a quand même manqué 5 matchs, malgré tout, il faut le signaler. Elle finit 31e en scoring, ils encaissent quasiment 27 points par match. Et puis, le pass rush est putride. 0 sac lors de 5 des 6 dernières journées. Le meilleur saqueur, c'est Dennis Gartneck avec 6
malheureux sac. Et du côté de l'attaque, il y a un gros problème du côté des receveurs. Le meilleur receveur du club, c'est Marquise Brown avec 574 yards. Et ce corps de receveur, il cumule en moyenne 21,3 yards par match. C'est pitoyable. Il y a actuellement beaucoup trop de trous dans ce club pour parler d'une reconstruction ou d'un début de reconstruction. Après l'espoir, il va venir sur le fait que ils sont pas mal placés à la draft. Ils ont 6 choix lors des 3 premiers tours. Ouais. Et ils ont, je crois, un petit peu plus de 29 millions de cap actuellement. J'ai vérifié ce que ça a peut-être bougé depuis. Non, c'est ça, ils ont un petit peu plus de presque 30 millions de cap. Ouais. Il y a moyen de faire 2-3 choses avec ça. C'est peut-être un tournant, peut-être pas. Je reste très mitigé sur Arizona qui, malheureusement, fait partie de ces franchises qui ont cette image de lose qui leur colle à la peau. Oui, comme toutes les ah non, j'allais dire une bêtise. Ça m'arrive. C'est les j'allais dire que c'est les franchises avec un nom d'oiseau, mais en fait, c'est un nom de félin qui n'ont jamais gagné de Super Bowl, tels les Bengals. Mais mon cher Arthur, Jonathan Gannon qui arrive, est-ce que toi, pour toi, c'était l'an 1 de la construction? C'est-à-dire que bon, on a un peu tout rasé, on n'avait pas Kyler Murray. Bon, allez, on va jouer pour tester des joueurs, pour pas dire un mot interdit dans le football américain. Ça peut être une première étape. Je pense surtout qu'il va falloir voir avec déjà les dernières signatures de la free agency, parce que là, forcément, il ne reste plus grand monde, entre guillemets. Il y a aussi la draft où ils vont très, très, très probablement drafter un receveur star, on peut dire ça comme ça, Marvin Harrison Jr., 4e choix, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, je pense que dès qu'on aura vu un petit peu la saison, au moins le début de saison prochaine, on pourra se donner une idée sur l'élan que les Cardinals vont prendre. Si ça reste comme cette saison, compliqué. Si ça arrive au moins à faire du progrès, je ne dis pas forcément aller atteindre les playoffs directement, je pense qu'on peut parler d'un début de reconstruction pour Arizona et sortir justement de cette image de loser. Justement, par rapport à la timeline, bon, est-ce que Seattle va reconstruire? Est-ce que les Rams, ça va toujours être là? Ou les San Francisco va toujours être en tête? Est-ce que viser les playoffs à horizon de 2-3 ans pour prendre un petit peu d'avance dans la reconstruction par rapport notamment à Seattle, ça a du sens, mon cher Sébastien? Pour Arizona? Oui. Moi, ça me paraît. On sait que ça peut aller vite, hein. On sait que ça peut aller vite, mais là, je les ai pas vus. Alors, à moins que vraiment que j'ai loupé quelque chose, je les ai pas vus très actifs sur la free agency. Je sais pas si c'est de l'attentisme ou s'ils comptent sur la draft pour reconstruire. Je vais abonder dans le sens d'Arthur et dire qu'on en saura plus après la draft. Qu'on verra un petit peu vers quelle direction ce club veut se diriger. En termes de coaching, ben oui, effectivement, pour Jonathan Gannon, c'était une année 1 qui n'était pas facile, puisque de toute façon, en arrivant, il savait que son quarterback titulaire serait indisponible pour 6 à 8 semaines, quoi qu'il arrive. Il a dû faire avec ce qu'il avait, et il faut bien reconnaître que en dehors de Murray et de Connor, en début de saison 2023, on considérait quand même que Arizona n'était pas très bien armé. Okay. À voir. Moi, je pense que la marche est encore très, 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 très haute pour ce club. À moins vraiment qu'il fasse un all-in là sur les joueurs encore disponibles en free agency et sur la draft. On n'est pas non plus à l'abri de ça. On est quand même un petit peu avertis. Est-ce que vous pensez que justement une franchise comme Arizona peut être attirant pour des free agents? C'est-à-dire que s'ils sont mis en concurrence avec une autre franchise, ils sont attractifs.
Faut quand même se l'avouer, c'est pas très très sexy de jouer pour les Cardinals. À moins qu'on aime le soleil, hein, bien sûr. Ouais. C'est très bien. Et puis bon, Ou qu'on est comme agent Jerry Maguire. ou qu'on ait Jerry Maguire comme agent, les vrais reconnaissent les vrais. Après, on a déjà vu des joueurs qui étaient censés prendre leur retraite au soleil là-bas et puis qui amènent cette équipe au Super Bowl. Je suis pas sûr que l'occasion se représente souvent. D'accord. Arthur, toi, ton avis là-dessus? Bah, je pense si les gens vont là-bas, c'est surtout pour l'argent, parce que le projet sportif, c'est vrai que depuis quelques années, bon, ils se rendent compte que c'est pas, ils vont pas aller jouer un Super Bowl là-bas. Je pense qu'ils en sont conscients. Donc, Ah, tu peux jouer là-bas quand il accueille. Sauf que c'est pas eux qui joueront. non, mais je vais reprendre les propos de Sébastien. C'est pas sexy d'aller jouer chez les Cardinals sur le papier. Ok, ça marche. Oui, ils ont. On a parlé dans un autre sport en NBA. Je vais faire un peu de promo pour N1. La semaine passée, on a parlé des reconstructions et je pense que ça fera peut-être l'objet de podcasts au sein de Tailgate pour comparer les reconstructions avec la NFL. On a fini pour Arizona puisqu'ils sont très sexy. Ah bah, c'est toi le chef, hein, c'est toi qui dis si on a fini ou pas, chef. Non, mais vous avez d'autres choses à rajouter ou alors vous taisez jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, c'est sec ce soir, hein, dis donc. Ouais, un J'aurais peu. plus dû lui dire que c'est le chef. Hein. Ouais. Allez, on repart tout de suite, on enchaîne avec Seattle, les Seattle Seahawks qui ont fait une saison un petit peu, on va dire, bizarre, avec 9 victoires, 8 défaites. Ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs. On a longtemps cru qu'ils allaient aller se qualifier pour les playoffs. Or, patatras, ça n'a pas fonctionné. J'ai envie de dire, l'effet Geno Smith a marché un an. Cette année, ça a été un peu moins le cas. Seb, toi, comment tu as vu la saison de Seattle? Alors, je n'irai pas aussi loin que toi sur l'effet Geno Smith. Seattle, il se retrouve en fait comme Arizona avec la même fiche que la saison passée, 9-8, à la différence que en 2022, ils avaient accroché les playoffs à la surprise quasi générale, puisque je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait misé une pièce là-dessus en 2022. Et puis, cette saison, alors qu'ils étaient quand même attendus au tournant, voire même annoncés comme des rivaux pour les 49ers cette année, eh ben, ils se font cueillir à froid d'entrée de jeu par les Rams, des rivaux de poule qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau cette saison. Donc on se dit effectivement que l'effet Geno Smith, il est terminé, que c'était cet exploit de la saison 2022, c'était juste un coup d'éclat, et que Seattle allait retomber dans ses mauvais travers. Et point du tout, jusque après la mi-saison, puisque 3 victoires s'enchaînent par la suite, dont une victoire en prolongation contre Détroit à Détroit, et ça, il fallait quand même le faire, parce que nos amis des Lions, la semaine d'avant, avaient quand même battu Kansas City, champion en titre. Et puis, arrive la semaine 11, et là, patatras, 4 défaites de suite, dont 3 contre des rivaux de poule, une contre les Rams à nouveau, et 2 contre les 49ers à 2 semaines d'intervalle. Et c'est à ce moment-là que Seattle gâche sa saison, puisqu'en parallèle, les Rams, à ce moment-là, ils sont pleine vapeur et ils sont sur le point d'accrocher les playoffs. Et justement, c'est sur ce trou entre les semaines 11 et 14, sur cette baisse de forme, qu'on constate aussi une baisse de Geno Smith, même s'il rend une feuille de stats très honorable pour la saison, 64,7% de réussite, 3467 yards, 20 touchdowns, 9 interceptions. Et c'est ce gros creux entre les semaines 9 et 14 qui leur coûte sans aucun doute leur saison. Arthur, toi, comment toi tu vois les choses avec cette équipe, sachant que en attaque, il y a des skills players, hein, on va pas DK Metcalf, Tyler Lockett. À la course, il y a aussi des coureurs. Une équipe qui elle, en fait, était toujours sur ses forces et voulait renforcer la défense. Toi, comment toi tu les vois et comment tu expliques
que ça a un peu baissé de rythme par rapport à la saison précédente? Oui, déjà, il y a énormément de très bons joueurs côté Seattle et Ouais. je pense qu'il y a eu des manques un petit peu des deux côtés. Parce on peut s'appuyer sur certains matchs. Je vais m'appuyer sur celui des Ravens, où c'est un parfait exemple où rien n'allait, justement. La défense en encaisse 37, l'attaque en met 3. Ça a été compliqué. Après, il faut aussi parler de l'enchaînement de la mort qu'ils ont fait cette saison avec 49ers, Cowboys, 49ers, Eagles. Euh, Fallait quand même le faire celui-là. Mais après, je pense que cette équipe n'était pas assez taillée pour les grosses équipes, donc des équipes prétendantes au titre. Mais contre les autres équipes, entre guillemets, abordables et entre guillemets, hein, attention, moyennes, c'était beaucoup mieux, c'était un meilleur jeu. Donc je pense qu'il y a vraiment une régression par rapport aux favoris, au match aux favoris que par rapport à l'année passée. Les gars, est-ce que vous voyez cette saison comme un petit peu la fin, la vraie fin du cycle Pete Carroll, puisqu'on sait que il est parti maintenant pour l'année prochaine. Bon, après, il y a la limite d'âge aussi, hein, parce que 71 ans, le pépère de mémoire. C'était le plus vieux coach de la ligue. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé la saison de trop, entre guillemets? Alors, oui, effectivement, on peut parler d'une fin de cycle pour Pete Carroll, puisque, comme tu le disais, il est parti, donc forcément, c'est la fin du cycle. La saison de trop, non, je pense pas. Un des soucis principaux de cette équipe, la saison passée, ça a été sa ligne offensive. C'est récurrent depuis des années. Pour deux raisons. D'abord, sur le jeu au sol, 28e attaque au sol de la ligue, 1580 yards parcourus en 17 matchs. Vous me passerez l'expression, mais c'est pas fifou. Et puis, surtout, Geno Smith mis sous pression lors de 40% de ses passes. Et cette ligne offensive, elle n'a pas été aidée par les blessures. Eb Lucas a joué 5 matchs, Charles Cross en a manqué 3, Paul Hines, il en a manqué 9. Donc, à partir de ce moment-là, c'était quand même assez compliqué de proposer un jeu qui soit vraiment fiable en attaque. Malgré ça, comme tu l'as rappelé, Yaya, il y a des skills players du côté des Seahawks, en particulier dans le corps de receveur. DK Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith-Njigba, également le rookie dont on n'a pas assez parlé, mais qui fait une belle saison avec 63 réceptions, 628 yards, 4 touchdowns. Et en défense, le rookie Devon Witherspoon, 79 plaquages, dont 56 solos, 16 passes déviées, et qui, jusqu'à la mi-saison, était quand même dans la discussion pour le Defensive Rookie of the Year. Donc, moi, je pense tout simplement que la saison passée, la concurrence au sein de la poule a été plus relevée qu'on ne l'imaginait. Beaucoup d'analystes voyaient une poule bicéphale San Francisco, Seattle, avec, pour les plus optimistes, Seattle qui serait pas si loin que ça, et les Rams et Arizona qui allaient racler le fond du baril. Et ben, force est de constater que ça n'a pas totalement été le cas, et que la concurrence pour la deuxième place, elle a été très très chaude. Ouais, complètement. Seattle, qui était connu pour sa Legion of Boom au milieu des années 2010, qui était précisément attendu là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que ils n'ont pas été au rendez-vous du backfield défensif? Ah, t'es un petit peu sévère, hein, la défense contre la passe, elle se classe 14e, c'est du milieu de tableau plus, c'est pas déshonorant non plus, hein, c'est vraiment au sol que ça prend l'eau de tous les côtés. 2352 yards encaissés au sol, c'est pas tolérable. Ouais. Petite mention quand même pour Bobby Wagner, 183 plaquages.
Papy il est toujours là et il revient, et il met toujours des caramels. Hein. 183 plaquages, 96 solos, 11 plaquages pour perte de terrain, le tout à 33 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui sont plus solides que d'autres. Ouais. Il ferait peut-être même un opéra tellement Wagner. Arthur, toi, comment tu vois l'avenir du côté de Seattle? Est-ce que tu vois un coach qui va réussir à mettre en orchestre tout ça? Ou est-ce que tu vois une reconstruction? Bah, c'est une nouvelle ère qui commence côté Seattle. Oui. Et en plus de ça, ils ont signé un petit quarterback pendant la free agency, Samuel, des Commanders. Est-ce que Je c'est. sais pas Alors, si. attends, tu parles de Attends, Samuel, mais tu le vois comme un titulaire, toi? Moi, je le vois comme un en backup. fait, Il vient juste remplacer Drew Luck, qui est parti dans la plus grande franchise de l'histoire de la ligue. non, mais après, est-ce que ce serait pas un moyen de pression sur Geno Smith cette saison? Je me suis posé la question plusieurs fois. Parce que bon, Geno Smith, il est bon, hein, je vais pas lui retirer ça, mais on n'est pas sur du top niveau de la ligue forcément. Donc moi, je vois ça peut-être comme une mise en. Peut-être il y a quelqu'un derrière qui peut aller prendre le poste de titulaire. Un peu comme Mariota et Reader il y a Alors, une ou deux bon, saisons. oui, on a vu ce que ça a donné. Oui, non, mais Euh, oui. Toi, tu vois Samuel comme un pote qui puisse chercher le poste. Ok. Alors, honnêtement, Attends, ouais, on va juste pardon. demander l'avis à Seb. Seb, toi, tu vois Howell taquiner Geno Smith? Alors, je pense que l'argument de la mise en concurrence, il serait valable si vraiment Geno Smith avait raté sa saison dernière. Et c'est pas le cas. Je suis d'accord pour dire qu'il a été en dessous de la saison précédente qui était réellement miraculeuse, mais il faut pas oublier que Seattle, ils étaient attendus cette saison. Donc, euh, qu'on fasse venir Samuel comme backup parce que il est jeune, parce qu'il a déjà quand même un petit peu de métier avec les Redskins, en particulier sur la saison dernière, voire même qu'on le fasse. Commanders. Commanders, pardon, décidément, réflexe de vieux. Hein. Oui. Voire même qu'on le fasse venir pour préparer la transition avec Geno Smith, qui va pas qui va pas jouer encore 107 ans. Il a quand même 33 ans. Je pourrais l'entendre, mais une mise en concurrence directe lors des camps, je suis pas sûr que ça serait la bonne idée, puisque, comme tu l'as rappelé, on a un nouveau coach qui arrive. Ce sera l'année 1 pour Mike McDonald. Il semblerait logique que pour s'appuyer sur quelque chose, il commence par les forces de ce club. Et quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, Geno Smith en fait partie. Ok. D'autres choses à rajouter sur nos amis de l'État de Washington? Écoute, moi, en ce qui me concerne, pour le moment, j'ai du mal à voir vers quoi ce club veut se diriger. Je ne vois pas quel est le projet sportif, puisque si on fait un peu le bilan, l'attaque, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas géniale. Elle se classe 17e. La défense, elle n'est pas bonne. Elle se classe 25e. Les meilleurs joueurs, c'est des skills players. Il y a des gros problèmes sur la ligne offensive. Il y a des problèmes un petit peu sur tous les postes en défense. Le projet, c'est quoi? Et en plus, avec l'arrivée d'un nouveau coach, pour moi, il y a un gros point d'interrogation sur les Seahawks pour la saison prochaine. Ok, ça marche. Allez. On fait juste un petit salut amical, malgré tout, à Pete Carroll, qui a quand même rapporté Tu nous écoutes? un Super Bowl à la franchise de Seattle. Cette franchise qui était un petit peu... Enfin, il a remis Seattle sur la carte parce que moi, je me souviens quand ils étaient dans l'AFC où c'était une équipe un peu comme Arizona qui gagnait 4 matchs par an et on était content. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Merci Pete Carroll, merci pour tout le travail que tu as fait.
On enchaîne avec une équipe qui a un peu surpris, pour pas dire autre chose, c'est les Los Angeles Rams. Les Los Angeles Rams, 10 victoires, 7 défaites, qui sont qualifiés, qui ont fait un petit tour de playoff. Alors, ok, ils ont perdu, mais avec les honneurs. Vous, les gars, on va commencer par toi, Arthur. Quel est ton ressenti sur cette équipe des Rams? C'est clairement l'équipe surprise, on va pas se le cacher. La saison, on va partir du début. Il y a eu des hauts et des bas. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. C'est un petit peu entre guillemets aléatoire. Ouais. Après, ils ont trouvé une petite pépite au niveau du poste de receveur, Puka Nacua, qui a vraiment fait le travail quand Cooper Kupp était absent à cause d'une blessure. Mais après, ouais, c'est vrai que ça s'est un petit peu plus emballé vers la fin de saison, où les Rams, justement, gagnaient des gros matchs importants et ils ont été récompensés par une place en playoff. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, les Rams sont champions. L'année d'après, c'est la catastrophe. Il y a rien qui va. Et cette saison, ils arrivent quand même à rebondir et se positionner quand même en playoff. Ce qui n'est pas rien pour d'où ils viennent par rapport à la saison d'avant. Ouais. Seb, toi, comment tu vois cette équipe de Los Angeles? Ils ont connu une saison vraiment en 2 temps. C'est Rams de LA. Faut pas oublier qu'en semaine 9, ils sont 3-6 et on se disait tous que effectivement, ils étaient en train de payer le all-in qu'ils avaient fait en 2021 pour remporter leur titre. C'est-à-dire que on signe des stars sur des contrats courts avec beaucoup d'argent où on échange des tours de play-off contre des joueurs très établis. Et qu'est-ce qui se passe ? On crève le salary cap, on se prive de first et second round de draft pendant plusieurs années, et ça, on le paye dès la saison suivante, et ça semblait bien parti pour. Et puis petit miracle après leur bye week, ils terminent la saison avec 7 victoires et 1 défaite. Défaite en plus en overtime contre les Ravens. Alors, on pourra gloser sur la valeur globale des adversaires, mais ils sauvent quand même les Browns, ce qui n'est pas rien à ce moment-là de la saison. Ils se les offrent dans les grandes largeurs avec un 36-19. Ils vont battre San Francisco en dernière journée, mais des 49ers qui avaient déjà acquis leur first seed et qui étaient Ne spoil pas. Qui ont fait jouer l'équipe B, mais ils ont su gagner ces matchs-là. Et je vais revenir sur le cas des Seahawks. Les Rams passent la seconde précisément au moment où les Seahawks, eux, ont une baisse de régime pour filer la métaphore du moteur. Et ça leur réussit. Ils terminent 17, ils accrochent les playoffs et force est de constater que peu nombreux étaient ceux qui auraient parié là-dessus en cours de saison. Comme l'a souligné Arthur, il faut parler de Puka Nacua qui a explosé dès sa première année et qui n'a pas démérité avec ses 105 réceptions, 1486 yards, bon sang de bonsoir, et 6 touchdowns. On a un Cooper Kupp qui est revenu à un niveau correct, en particulier après la blessure qu'il avait connue la saison précédente. Il finit avec 59 réceptions, 737 yards et 5 touchdowns. Kyren Williams au sol qui revient en forme et qui avale 1144 yards et 12 touchdowns. Et puis Aaron Donald qui était à ce moment-là toujours présent, 8 sacs et qui en plus ouvre des brèches pour Kobe Turner, 9 sacs et Byron Young, 8 sacs également. Le bilan de tout ça, c'est Sean McVay, merci pour les travaux, parce qu'il a prouvé qu'avec un effectif assez hétéroclite, il arrivait à construire quelque chose et il a solidifié, je trouve, sa place parmi les entraîneurs fiables, les entraîneurs fanions de la Ligue la saison passée. Ouais, alors moi je voulais, tu me fais une super transition. Est-ce que cette saison, c'est pas un peu la confirmation McVay, mon cher Arthur?
Oui, c'est vrai que par rapport à ça, après son année Super Bowl, je l'ai dit avant, pas génial. Et bah là, se qualifier en playoff avec un effectif, on va dire un petit peu entre guillemets moyen. Franchement, oui, je pense que maintenant il est fiable, il se fait un nom dans la ligue parce que, bah, mine de rien, il est quand même jeune pour un coach. Et donc ouais, je pense que c'est l'entraîneur du futur, entre guillemets, pour les Rams. Oui, ok, l'entraîneur du futur, mais qui est là depuis quelques années déjà, et qui les avait amenés au Super Bowl depuis l'arrivée de Los Angeles. C'est lui qui a la barre. C'est plutôt un coach qui arrive à tirer le meilleur de son effectif, n'est-ce pas, Seb? Absolument, absolument, et c'est un véritable talent. Alors je n'ai plus souvenir si, Sean McVay faisait partie des coachs dits sur la sellette en début de saison 2023. Non, 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 non. Je n'en ai pas l'impression. Il avait été Hem, question qu'il prenne une année sabbatique. voilà. Que lui, en fait, ça va être un entraîneur, enfin un coach iconique. Et à mon avis, c'est lui qui, s'il veut, je pense qu'il a un petit peu le totem d'immunité à vie du côté de Los Angeles. Absolument. Moi, ce que j'attends de voir, vraiment, je suis très impatient de voir sa saison prochaine. Je suis très impatient de voir si, les jeunes de l'effectif, en particulier Nakua, vont confirmer, et je suis surtout très impatient de voir comment va être, géré le départ à la retraite, d'Aaron Donald, qui va faire un très, très gros trou, pas seulement dans la défense, mais, dans, l'effectif tout court, Oui. des Rams. Ah bah c'est sûr qu'un défenseur qui mobilise 3 joueurs de la ligne offensive à lui tout seul et qui continue à balancer les tackles et les gardes sur les quarterbacks, tel Obélix avec des Romains, enfin voilà, forcément ça va manquer. Un Euh, joueur unique, un joueur unique qui en plus oh rendait là, ses collègues de la ligne défensive, meilleurs. Ça va pas être facile à remplacer. Alors, je pense pas qu'on puisse le remplacer, mais il va falloir trouver, une autre façon de jouer. oui, tout à fait. Le seul ligne offensive qu'on pourrait lui mettre en face pour l'arrêter, c'est notre copain Mathieu Van Gaal, hein, que l'on salue au passage. Euh, Juste, tant qu'on parle des Rams, je voudrais m'excuser auprès de quelqu'un sur qui j'ai douté, c'est Matthew Stafford. Matthew Stafford, que j'avais dit qu'il fallait faire le procès à un moment ou à un autre. Force est de constater, c'est depuis que je l'ai tensé, il a relevé son niveau de jeu et il a qualifié cette équipe pour les playoffs. Ne me remercie pas Mathieu, mais voilà, qui aime bien châtie bien. Est-ce que justement, en parlant de ça, c'est pas un petit peu la différence qu'il y a eu entre Seattle et Los Angeles? C'est le poste de quarterback où on a un Matthew Stafford qui est capable effectivement de panne de courant, mais comme de coups d'éclat fabuleuses, contrairement à un Geno Smith qui est plus un game manager. C'est possible. Disons que, Stafford, sait prendre les bons risques, quand il le faut. D'ailleurs, ça se voit dans son ratio touchdown-interception, hein. 24 touchdowns pour 11 interceptions. Ça lui est très, très favorable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement comparer les deux joueurs, puisque effectivement, comme tu le disais, Yaya, Gino a plutôt un profil de game manager, même si attention, je vois cette expression revenir souvent. Game manager, c'est pas une insulte, hein, c'est pas un mauvais quarterback, un game manager, c'est une façon de jouer quarterback. C'est pour ça que, comme je te le dis, je suis pas sûr que les profils soient comparables. Là où ils sont comparables en revanche, c'est que ils sont entourés à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont d'excellents skills players, d'excellents receveurs autour d'eux, tous les deux. La différence, c'est que quand il a fallu rester solide, les Rams ont su le faire. Ils ont su
gagner les matchs qu'il fallait gagner, ce que Seattle n'a pas su faire lors de cet étrange trou d'air en milieu de saison qui est toujours, pour les équipes qui se battent comme ça pour des places d'honneur pour les playoffs, la mi-saison en général, c'est le juge de paix. S'il y a, à ce moment-là, s'il y a un coup de mou, ça peut tout compromettre. Ça n'a pas été le cas pour les Rams, bien au contraire. Ok. Arthur, comment tu vois l'avenir justement du côté des Rams? Est-ce que tu vois une équipe toujours capable de faire aller accrocher les wildcards ou ça va être en fonction de la saison et on va dire, de ce qu'ils peuvent réussir à tirer de l'effectif? Je pense que ça sera, non, en tout cas dans les prochaines années, pas une équipe qui ira jouer les premières places de la conférence, mais ce sera une équipe typée wildcard qui ira taquiner d'autres franchises jouant justement ces places. Et ça va dépendre de la forme des joueurs. Faut que tout le monde reste en bonne santé. Faut que ce soit sérieux. Parce que bon, c'est forcément ils sont plus favoris, plus maintenant. Mais je pense que déjà dans un premier temps, la draft, comme pour chaque franchise, va être importante. Pour se renforcer justement dans les positions où ça pêche un peu. Mais ouais, sinon, je pense que ce sera une équipe entre guillemets régulière par rapport à la saison qu'ils nous ont procuré. Ok, très bien. Allez, on enchaîne avec la dernière équipe, le mal alpha, l'alpha dog de la division. C'est les Francisco 49ers, 12 victoires, 5 défaites. Un trou d'air en milieu de saison de 3 défaites. Mais sinon, ça a cruisé sur toute la ligue, j'ai envie de dire. Des joueurs de talent un peu partout, un coaching staff de grande qualité. Après, la dernière marche, encore une fois, c'était un petit peu haute, passant Patrick Mahomes. Mais voilà. Arthur, toi, comment les Niners, tu les as vus cette saison? Globalement, c'était très sérieux. Ça faisait vraiment peur pour les équipes qui étaient en face. Il y a eu, on va dire, 2 moments faibles dans la saison. Il y a eu la série de 3 défaites, Browns, Vikings, Bengals. Puis il y a surtout, je pense, le plus gros point noir, ça a été la défaite face aux Ravens, avec notre petit Brock Purdy qui a lancé, si je ne me trompe pas, corrige-moi Sébastien, 4 interceptions dans ce match. Je pense que c'est la grosse tâche sur le papier de cette saison. Mais sinon, 49ers, ça a été vraiment sérieux tout le long. Ça gagne des matchs avec des facilités offensives quand même incroyables. On a le running back Christian McCaffrey, impressionnant. Le jeu au sol était super efficace. Brock Purdy qui a confirmé durant l'année de la confirmation, en venant de blessure d'ailleurs après justement la finale de conférence la saison passée. Je pense qu'il a très bien confirmé son rôle. Un dernier de la draft, aller au Super Bowl, c'est quand même aussi assez incroyable. Donc, ils sont pas loin. Ils sont encore pas loin du Super Bowl. Il reste une marche à franchir. Espérons pour eux que ça le fasse dans les prochaines années. Alors, Seb, bien sûr, on va pas te demander d'être objectif, puisque on sait que c'est ta franchise de cœur. Toi, comment tu as vécu cette saison? Alors après, on t'a suivi tout au long de l'année. Comment le fan voit cette saison? Alors, je suis un fan qui est beaucoup moins optimiste en réalité que je ne semble l'être. Petit retour sur cette saison. Déjà, c'était Brock Purdy saison 2. Rien que pour ça, c'était intéressant. Cette saison, elle commence très fort, en effet, avec un 5-0. Là aussi, on peut gloser sur cette période, sur la qualité des adversaires, des Steelers qui sont pas exactement
du moins qui n'ont pas exactement été une machine offensive cette saison. Des Rams que tout le monde voyait très très loin et qui ne l'étaient pas tant que ça, puisqu'après avoir battu Seattle, eh bien, ils échouent seulement à 7 petits points contre San Francisco à ce moment-là. Les Giants, sur lesquels je ne vais pas m'acharner pour des raisons évidentes de collègues qui animent cette émission. Arizona, dont on a déjà parlé, et tout de même les Cowboys, mais qui, là, les Cowboys qui vont entamer cette réputation qu'ils ont eue toute cette saison d'équipe fort contre les faibles et faible contre les forts. Et là arrive un trou d'air très étrange, 3 défaites de suite, et ce sont les absences de Deebo Samuel et du tackle Trent Williams qui vont peser très très lourd. Alors, la machine se relance après leur bye week, puisqu'il n'y aura que 2 défaites entre les semaines 10 et 18. Effectivement, ne pas battre les Ravens à ce moment-là, en plus de la saison, quand on est dans la dernière ligne droite avant les playoffs, ça pouvait commencer à semer le doute. Et effectivement, à ce moment-là, le doute est semé, puisque on va assister lors des playoffs à quelque chose d'étrange. C'est une défense qui va marquer le pas et qui va, au plus mauvais moment de la saison, commencer à encaisser pas mal de points. 21 contre les Packers qui échouent à 3 petits points des Niners. 31 contre Détroit, eux aussi qui échouent à peine 3 points. Et puis 25 donc contre Kansas City lors du Super Bowl en overtime. Et c'est très étrange de se dire que ce qui était sur le papier et qui est sur le papier quand on regarde les stats, une des forces de ce club, on parle de la 3e défense et la 3e attaque, donc a priori quand on regarde ce serait point fort, point faible, trop fort, mais à ce moment-là eh bien, c'est une défense qui a commencé à prendre beaucoup de points alors qu'elle en encaissait à peine un peu plus de 17 par match au cours de la saison. Ça pose quand même pas mal de questions sur le management de cette défense. D'ailleurs, la question a dû se poser puisque Steve Wilks, le defensive coordinator, a été limogé à la suite de la saison. Les forces, Arthur les a rappelées tout à l'heure, la très bonne saison de Brock Purdy, CMC Offensive Player of the Year, un trio de skills players, Ayuk, Kittle, Samuel, qui est absolument infernal. En défense, malgré tout, un front seven cauchemardesque, en particulier l'ajout de Chase Young lors de la trade deadline qui a permis d'ouvrir des espaces aux pass rushers et en particulier à Nick Bosa. Et puis Fred Warner au four et au moulin pendant toute la saison avec 132 plaquages, dont 82 solos. Il aura bien mérité ses vacances lors de l'intersaison. Parmi ce qui a marqué lors de ce trou dont on parlait de 3 défaites, ça a été un manque de profondeur sur le banc. Alors, manque de profondeur qui a été comblé en courte saison avec l'émergence de Jawan Jennings. Mais surtout, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui manque à ce club pour franchir une étape, pour step up et enfin s'affirmer comme un club de véritables champions, c'est-à-dire quelqu'un qui met le trophée dans la vitrine et pas juste un champion de papier ou la meilleure équipe de la ligue après Kansas City. C'est une vraie question que je me pose, sur lequel j'ai pas trop d'éléments de réponse pour le moment. Est-ce que, Arthur, on va commencer à parler du syndrome Kyle Shanahan et les Super Bowls? C'est possible. Honnêtement, après l'échec. Bonne réponse, votre honneur. Oui. Vous êtes très politique, monsieur. Non, mais plus sérieusement, après l'échec à Las Vegas, c'est vrai qu'on peut commencer à en parler. Il a échoué à plusieurs fois lors du mid-game. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais après, je trouve ça quand même bizarre. Puis il y en a un de ces échecs qui est spectaculaire, hein, rappelons-le. C'est peut-être un des plus spectaculaires de l'histoire. Hein. C'est vrai. T'es mieux placé pour en parler, je pense. C'est pas avec mon équipe hein, à cette époque-là. Oui, c'est vrai, mais on est d'accord, tu aimes bien Shanahan. Mais il est quand même le coordinateur offensif d'Atlanta, l'année où les Patriots font une remontada de 25 points, alors que les Falcons mènent 28-3. Et moi, alors,
Anecdote personnelle, moi je m'en souviens très bien puisque ce soir-là, je regarde le Super Bowl comme à chaque fois à l'époque avec mon excellent ami Arnaud, qui est mon ancien quarterback, et son frère, qui sont tous les deux des fans des Patriots, mais jusqu'aux sous-vêtements. Moi, je le soupçonne de porter. Tu changes d'amis, j'ai envie de te dire. Ah non, jamais de la vie, surtout pas. Je n'échange pas mon ami Arnaud contre rien au monde. Et à ce moment-là, moi, quand les Patriots sont down 28-3, j'ai mes deux potes qui font une tête d'enterrement, et moi qui ai très mauvais esprit, j'ai le sourire jusque-là. Bon, ça s'est inversé après au cours de la soirée. Je ne le cache pas. On avait tous envie de voir l'Empire du Mal couler une nouvelle fois. Bon, pas de bol. Et tout le monde n'est pas Eli Manning. Tout le monde n'est pas Eli Manning, forcé de le constater. Et cet échec-là, c'est le plus spectaculaire. Et pour le moment, c'est c'est quand même, il y a une sorte de malédiction pour Kyle Shanahan au Super Bowl. Il y a un article sur CBSSports.com qui pose la question, Kyle Shanahan est-il le Charlie Brown des Super Bowls? Charlie Brown, c'est un des personnages de Peanuts, Snoopy, de la BD. Il y a une gimmick avec Charlie Brown, c'est que Charlie Brown, il aime beaucoup le football et il veut frapper dans un ballon de foot, donner le kick-off. Chaque fois, il y a un autre personnage qui s'appelle Lucy qui lui enlève la balle au moment où il va frapper et Charlie Brown tombe. Voilà. Kyle Shanahan, c'est peut-être le Charlie Brown des Super Bowls. Il va falloir inverser la tendance. L'année prochaine, ce sera la bonne. Enfin, la prochaine fois, ce sera la bonne. Si je dis ça, je vais avoir l'impression d'être un fan des Cowboys, donc. Oui, c'est oui. Sauf que il y a eu des moves pendant cette intersaison plus qu'un long snapper, mais bon, il y en a eu depuis, mais voilà. Non, tu n'es pas une sorte de Jerry Jones, je te rassure. Je sais que je suis pas jeune, mais j'ai quelques années d'écart avec lui quand même. Oui, et si tu étais Jerry Jones, ta future fiancée ne serait toujours pas née. Non, mon Dieu, je ne prononcerai pas sur cette remarque. Oui, je sais, c'est complètement gratuit envers les Cowboys, mais on les aime, les Cowboys. Heureusement qu'ils sont là pour qu'on rigole. Non, mais pour toi, Arthur, justement, pour changer ça, qu'est-ce que toi, tu verrais comme... pour vaincre le signe indien du côté des Niners, il faut le rappeler, sont allés à plusieurs Super Bowls au XXIe siècle, mais n'ont pas décroché la timbale. Se renforcer. J'entends, mais quel type de joueur, ou est-ce que pour toi c'est un joueur qui est capable de taper du poing sur la table? Est-ce que c'est un skills player en défense, en attaque? C'est quoi? Peut-être un skills player en défense. Comme ça, j'ai une petite idée sur la draft. Je pense drafter un petit défensif. Toi, t'aimes bien mettre des drafts pour tout changer, toi. Mais oui, mais les drafts, ça change tout. Je parle d'expérience. Une draft, ça change tout. Non, mais après, je maîtrise pas le cap des Niners. Je sais pas s'ils peuvent encore se permettre, pardon. Mais après, je pense qu'il va falloir juste renforcer ce qu'ils ont perdu pendant l'intersaison avec quelque chose d'encore mieux, si c'est possible, du moins sur le marché. Et voilà, je pense que c'est le seul conseil que je peux donner, même si Seb, le backfield défensif, peut-être à revoir un peu? Moi, c'est ce à quoi je pensais, parce que si je reprends les remarques que tu as fait auparavant, Yaya, je veux dire, des skills players, on en a tout le tour du ventre. Un joueur en défense qui tape du poing sur la table, je suis désolé, mais on a Fred Warner, on a déjà ce qu'il faut. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui manque. C'est peut-être sur la défense anti-aérienne qu'on a un problème. On savait qu'elle était, on va dire, peut-être pas suspecte, mais un petit peu en dedans. Effectivement, c'est une défense qui est 14e, qui encaisse 3642 yards la saison passée. Ça fait, c'est assez conséquent. Après,
Au bout du compte, la défense n'en souffre pas puisque on reste quand même sur la 3e scoring defense, 17,5 points encaissés la saison dernière, mais avoir une vraie menace antiaérienne, c'est-à-dire un corps de defensive back dont les adversaires se disent si on met le ballon en l'air, on peut se le faire chipper. Ça ne serait pas de trop. Il va aussi falloir remplacer Eric Armstead, qui était un des joueurs emblématiques de la ligne défensive et qui est sur le départ après de longues années de bons et loyaux services. Moi, j'espère qu'il trouvera une équipe et un contrat à la hauteur de son talent. C'est un joueur qui le mérite. Mais effectivement, je pense que l'amélioration, le step-up que moi je pourrais attendre de ce club, il passe par le détail. D'accord, ok. Est-ce que tu as pleuré le départ de Sam Darnold? C'est qui pardon. Alors, ça n'appelait pas de réponse spécialement. Hein, je vais non, je vais être sérieux parce que je suis ironique, etc. Mais c'est pas bien. Darnold, je suis assez heureux qu'on l'ait pas trop vu sur le terrain sur cette saison parce que ça veut dire que Brock Purdy est resté en bonne santé. Voilà. Après, certes, c'est peut-être un quarterback qui est passé à côté de sa carrière. Après, attention, des franchise quarterbacks, il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus quand on regarde la masse de joueurs qui arrivent chaque année des collèges, des camps d'entraînement, etc. Donc, je ne vais pas lui jeter la pierre. C'est toujours rassurant d'avoir sur le banc quelqu'un qui connaît le job, qui sait ce que c'est qu'un match de foot professionnel, qui sait ce que c'est qu'un gridiron et qui sait ce que c'est que de prendre un snap derrière un centre. Et je pense qu'au niveau des blessures de quarterback, la saison 2022 a été tellement cauchemardesque, le terme n'est pas galvaudé, que San Francisco a voulu se vacciner contre cela la saison passée. C'est du management d'équipe très classique, on ne peut pas leur en vouloir, mais je continue à penser que c'est une très bonne chose qu'on ait très peu vu Sam Darnold sur le terrain. Ok, très bien. Dernière chose sur les Niners, on est d'accord qu'ils ont une fenêtre de tir tant que Brock Purdy a son contrat qui est même plus du vol, qui est au-delà. Il est en dessous du $1 million. Il va falloir le payer un moment, ça va bouffer du cap. Il faut peut-être se dépêcher de gagner rapidement. Il faut se dépêcher de gagner rapidement ou il faut se dépêcher de restructurer des contrats. Après, pour le moment, le cap des 49ers, il n'est pas catastrophique non plus. Hein. Il n'est pas très très haut. Ils ont un peu plus de 14 millions. Mais c'est une question qu'il va falloir se poser à un moment ou à un autre. Après, je pense que du côté du front office et de Lynch, le général, de John Lynch, le general manager, on y pense déjà. Ok, très bien. Arthur, des choses à rajouter sur les Niners? La fenêtre est grande ouverte, wait and see. Ok, eh ben, très bien. Eh ben, c'est ainsi qu'on conclut cette review de la saison avec les Niners. C'est plutôt bien de finir par le top. Le top de la NFC. Merci à tous de les avoir suivis. Restez connectés. Donc, mettez vos alertes sur les applis de podcast. Il y aura des podcasts qui vont continuer, notamment pour parler de Free Agency, pour voir les gagnants, les perdants. Je sais que Seb, Bertrand et Flav, vous en avez parlé ensemble jeudi dernier. Il y aura encore des choses à dire sur d'autres signatures puisque ça continue et il y aura bientôt des choses autour de la draft puisque on a Arthur qui est un aficionados de la draft qui pense que on résout tout avec la draft. Donc regarde les 49ers. Regarde les Giants. Ils sont draftés Daniel Jones. C'est pour ça qu'il aime pas la draft. Depuis tout va bien. Non? Ou j'ai raté un truc? Écoute, on va pas refaire le débat sur Daniel Jones tout de suite. Hein. On va se mettre hors antenne et on va en parler.
Hein. Tu verras quand ça t'arrivera. Hein. Et mais ça nous est arrivé, hein, Trellens, petit enfant. Voilà, tu as deviné que j'allais parler de Trellens. Hein, Il y en a eu d'autres, CJ Beathard. Voilà, si tu nous entends là où tu es. Et des quarterbacks qui mettent le genou à terre pendant l'hymne, qui du coup se font vilipender. Hein. Oui, mais lui, il a gagné des matchs. Oui, il a été au Super Bowl lui aussi. Voilà. Donc moi, et même au contraire, voilà. Et Jimmy Garoppolo aussi, qui a relancé ta franchise. Oui, tout à fait. Avant d'aller couler Las Vegas. Et il part à Los Angeles. Ah ouais. Retour en Californie. Ouais, la Californie, le Nevada, tout ça, il reste dans le même coin. C'est ça. Ouais, pratique. Enfin, exactement. Allez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on vous dit mettez-nous des commentaires s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde pendant cette intersaison. N'hésitez pas à aller en commentaire sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas d'aller discuter avec le chef ce mardi midi et également les jeudis midi. N'hésitez pas à aller sur Twitch, YouTube pour aller avec Charles. Allez, messieurs, merci de votre expertise et à très bientôt. Ciao. Ciao, bye. Ciao, ciao.